Cela commence comme n'importe quelle autre journée, jusqu'au moment où tout bascule. Une femme noire entre dans un tribunal, calme, posée, et sans se douter qu'elle va être agressée par ceux à qui il est confié de faire respecter la loi. On la traite comme si elle n'avait aucune importance, on la humilie, on la viole, et certains se moquent même d'elle pendant que cela se passe. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'ils viennent de s'en prendre à la mauvaise personne, car elle n'est pas simplement une citoyenne ordinaire. Elle est celle qui détient le pouvoir légal de les renverser. Ce qui suit est une véritable tempête de justice, de révélation et un retournement de situation dans la salle d'audience qui va tout chambouler. Restez avec nous, vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver et dites-nous d'où vous regardez et quelle heure il est dans les commentaires. C'était peu après 8 heures du matin lorsque Céleste Martin sortit de sa berline argentée et monta les marches en pierre du tribunal de Paris. Le soleil se levait doucement derrière d'anciens arbres drapés de lierre, projetant de longues ombres sur les marches. Elle redressa le col de son blazer bleu marine, releva les épaules et serra contre elle un élégant dossier en cuir. Ses talons résonnaient doucement sur le béton et chaque pas semblait annoncer silencieusement sa détermination. Céleste n'avait jamais l'habitude de porter sa toge en dehors du palais de justice. Elle préférait entrer dans les bâtiments comme une simple citoyenne, discrète, posée et attentive. Cependant, ce jour-là, on ne la salua pas en tant que juge. On ne la vit même pas comme une personne d'autorité. Pour la plupart, elle n'était qu'une femme noire de plus, entrant dans un lieu où le pouvoir n'avait jamais été facile à conquérir. Au point de contrôle, l'atmosphère changea dès qu'elle s'approcha. Le videur, Henri Dupont, réputé pour sa rigueur et son attitude démodée, plissa les yeux en la voyant passer devant les détecteurs de métaux. Il ne la reconnut pas, et pire encore, ne lui accorda aucune attention. Les bras croisés, il leva la main gantée et dit d'un ton brutal « Madame, je vous demande de vous écarter un peu. » Céleste s'arrêta un court instant. « Y a-t-il un problème, officier ?» Henri ne répondit pas immédiatement, et son regard passa en revue chaque détail. Ses cheveux argentés, soigneusement coiffés, son pantalon impeccablement repassé, et l'expression calme mais déterminée qui se lisait sur son visage. Quelque chose en elle le dérangeait. Elle semblait appartenir à cet endroit, et dans son monde, des personnes comme elle devaient être rappelées à l'ordre. Sans pièce d'identité visible. « Ce n'est pas comme ça qu'on entre dans un bâtiment public », murmura-t-il. Avec sang-froid, Céleste sortit sa carte professionnelle qui brillait sous la lumière, mais Henri ne prit même pas le temps de l'examiner. Il la lui arracha des mains, jeta un coup d'œil rapide, puis la rangea dans sa poche. Elle haussa un sourcil et demanda à la récupérer. Il s'approcha davantage et dit « Vous êtes pressée, n'est-ce pas, mademoiselle ?» La parole tomba comme une gifle. Une jeune femme, qui se tenait près du scanner, observa nerveusement la scène, mais garda le silence. « J'ai besoin de me rendre en salle d'audience », affirma fermement Céleste. « Dans ce cas, vous allez suivre nos procédures », répliqua Henri d'un ton sec, « et cela inclut des fouilles aléatoires. Venez. » Sans laisser le temps à Céleste de répondre, il posa une main lourde sur son bras et la guida dans un couloir annexe, loin de l'agitation, jusqu'à une salle de fouilles sans fenêtre, juste après la zone de sécurité. À l'intérieur, l'air était frais et immobile. Au centre se trouvait une chaise en métal, un chariot avec du matériel de contrôle et un coupe-chou reposait nonchalamment sur le rebord d'une table. Le cœur de Céleste fit un bond. « Hunter ne consent pas à cela », déclara-t-elle d'une voix claire. « Vous n'avez aucune base légale pour me détenir. » « Votre comportement est suspect, » répliqua-t-il. « C'est amplement suffisant comme raison, » répondit-il en désignant la chaise. « Asseyez-vous. » Mais elle ne bougea pas. Henri se pencha à son oreille et dit « Vous croyez que la carte que vous avez montrée a une quelconque valeur ici ? Pas pour moi. » À cet instant, 2 autres agents entrèrent dans la pièce. L'un d'eux, un homme à la tête rasée et aux yeux inquiets, saisit son poignet gauche, tandis que l'autre se plaça sur le côté de la chaise. D'une voix qui montait, Céleste s'écria « C'est une violation. Je veux connaître vos noms.
mais personne ne répondit. Au lieu de cela, Henri saisit le coupe-chou. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle avec insistance. « C'est la procédure standard. Peut-être cachez-vous quelque chose dans cette chevelure » justifia-t-il en désignant ses mèches. Céleste tenta de se relever, mais une prise ferme la maintint clouée au siège. Le bruit du coupe-chou se mit à bourdonner, emplissant la pièce tel un essaim d'abeilles. Avant même qu'elle ne puisse réagir, elle sentit le froid vibrer sur son cuir chevelu et de nombreux cheveux argentés tombèrent un à un sur le sol comme autant de souvenirs arrachés violemment. Elle retint son souffle, sans crier, sans pleurer, sans même cligner des yeux. Elle resta immobile pendant que sa dignité lui était dérobée mèche par mèche, s'accumulant en petits tas sur le sol en carrelage tel un passé déchiré. Un des agents lâcha un petit rire. « On dirait que ça te va mieux maintenant » commenta-t-il. Henri, essuyant quelques cheveux de sa manche, ajouta sur un ton moqueur « Tu aurais dû entrer avec le respect qui sied à ton rang. Maintenant, tu es, en quelque sorte, plus présentable. » Les poings de Céleste se crispèrent sur ses genoux, mais dès que sa voix reprit, elle était ferme. « Vous allez le regretter. » Henri se pencha en souriant de façon sarcastique. « Ce genre de promesse, c'est toujours ce que disent les gens comme toi. » Et aussi vite que tout avait commencé, cela s'arrêta. Henri ouvrit la porte et désigna le couloir. « Vous êtes libre, la salle d'audience se trouve par là. » lança-t-il sur un ton railleur. Céleste se leva lentement, les mains légèrement tremblantes. Elle prit sa carte professionnelle sur le bureau d'Henri sans la demander et quitta le couloir. Ses pas étaient décidés, son expression impassible, mais en son sein, quelque chose brûlait plus intensément que la colère, plus profondément que l'humiliation. C'était la flamme de la détermination. Dans quelques minutes, cette détermination allait tout changer, car Henri ignorait que ce jour-là, elle n'était pas là pour être observée ou jugée comme accusée, mais pour prendre place sur le banc des juges. Le vrombissement du coupe-chou résonnait encore dans ses oreilles alors qu'elle quittait cette pièce froide et sans fenêtre. Chaque pas en direction de la salle d'audience semblait plus lourd, non par la peur, mais par une colère contenue. Son cuir chevelu picotait là où ses cheveux, autrefois fièrement argentés, étaient désormais réduits à un amas haché, témoignant d'années de lutte, des racines de sa famille, de son histoire et de son identité désormais fracturée. Le tas et silence dans le couloir étaient étouffants. Céleste passa devant deux employés qui la regardèrent brièvement avant de détourner le regard. Ils avaient entendu, peut-être même vu, mais aucun d'eux n'osa parler. Elle continua à marcher, refusant de leur donner le plaisir de la voir s'effondrer. Au loin, par les portes de la salle d'audience, un murmure discret se faisait entendre. C'était un matin de haute notoriété médiatique. Une audience sur des faits d'abus de pouvoir policier. Plusieurs agents impliqués dans un incident, violent lors d'une manifestation l'année précédente, étaient au cœur de l'attention, et la presse était présente en nombre. Céleste était censée entrer par une zone réservée, sa toge attendant à l'intérieur et le personnel, prêt à respecter le protocole. Mais ce jour-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Elle s'arrêta à l'entrée de la salle, prit une grande inspiration, puis ouvrit les portes d'un geste déterminé. Immédiatement, la salle se figea. Les conversations s'interrompirent, les regards se tournèrent. Et il devint évident à tous que la femme qui avait été escortée comme une suspecte, dont la tête portait les marques de la brutalité, n'était pas une victime du hasard. Elle était la juge. Céleste traversa la salle et lentement se tourna vers l'assemblée. Son visage affichait une sérénité froide, une sorte de calme qui ne vient pas de l'aisance mais de la précision. Quelqu'un dans le banc de la défense fit tomber un stylo. Le même agent qui avait manipulé le coupe-chou se tenait encore près de la porte. Quand leurs regards se croisèrent, l'homme se figea. Il ouvrit légèrement la bouche, mais aucun son ne sortit, et son visage perdit toute couleur. Sans hésiter, Céleste prit sa toge, soigneusement pliée sur la chaise, et la revêtit, elle-même, d'un geste lent et mesuré.
Le vêtement se posa sur ses épaules comme une armure. Elle se tourna alors vers la secrétaire du tribunal et demanda d'une voix posée « Le dossier est-il prêt ?» La secrétaire balbutia « Oui, madame la juge ». Céleste hocha la tête et s'assit, la chaise grinçant doucement sous le poids de sa détermination. Elle fixa droit devant elle, évitant pour le moment de croiser le regard de l'homme qui l'avait humiliante. Nous allons commencer aujourd'hui les témoignages préliminaires dans l'affaire 2371 contre le département de police de Paris, annonça-t-elle d'une voix qui ne laissait rien transparaître de l'agitation précédente. Il est reproché à certains agents des abus de pouvoir, un usage excessif de la force et des violations des droits civils. Un murmure de « Oui, madame la juge » se répandit dans la salle. Les avocats bougeaient sur leur siège. Certains, les yeux grands ouverts, d'autres, visiblement embarrassés, et quelques-uns semblaient en colère, comme s'ils ne pouvaient imaginer qu'une femme noire puisse réellement tenir tête au système. Elle les ignora tous et reprit « Procédons ». Le premier témoin fut appelé, un policier qui avait été en service lors de la manifestation, un homme qui avait poussé un vieillard au sol lors d'une manifestation pacifique, lui causant la fracture de 2 côtes. Céleste écouta attentivement, prit des notes et ne posa aucune question, pas encore. Dans un coin de la salle, elle aperçut Henri s'éloigner lentement vers le fond, ses mains s'agitant près de sa ceinture et ses jambes tremblotant, comme s'il souhaitait disparaître, conscient que son moment arrivait. Et, en effet, ce fut le cas. Après le second témoin, la juge déclara une pause. La salle se vida comme si chacun sombrait dans un état de stupeur. Même les avocats chuchotaient, redoutant de parler trop fort. Céleste resta assise. Quelques minutes plus tard, alors qu'il ne restait que sa secrétaire, 2 agents et Henri, elle le fixa du regard et dit d'un ton tranchant « Officier Henri ». L'homme s'arrêta net, fit un pas hésitant et balbutiant répondit « Oh, oh, oui, madame la juge ». Elle lui fit signe de s'approcher. « Veuillez décliner votre nom complet pour le procès-verbal ». Il cligna des yeux. « Pardon ? Vous m'avez entendu ? Je m'appelle Henri Dupont. Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce tribunal ? Depuis 14 ans, répondit-il. Elle tapa doucement du stylo sur son bloc-notes, 1 fois, 2 fois, puis se pencha et demanda « Et pendant ces 14 ans, combien de femmes avez-vous agressées dans cette salle de fouille ?» Le visage d'Henri devint livide. « Madame la juge, je... » commença-t-il, mais elle l'interrompit. « Vous me déceviez. Ce n'est pas ce que je demande. » Il chercha du soutien du regard, mais personne ne vint à son secours. « Combien de plaintes formelles ont été déposées contre vous, officier ?»« Ah, je ne sais pas exactement, » répondit-il avec hésitation. D'une voix précise, Céleste déclara « 12 plaintes formelles, toutes étouffées, toutes classées, parce que vous vous êtes caché derrière des procédures et des protocoles. » Sa voix se fit plus tranchante. « Vous pensiez que je n'étais qu'une femme noire que l'on pouvait intimider, raser et humilier pour le plaisir. » Le silence s'installa dans la salle. Henri tenta de parler, mais aucun son ne parvint. Se levant de son siège, Céleste poursuivit d'un ton ferme « À cause de vous, ce tribunal, ce que l'on prétend être le temple de la justice, est désormais souillé. À cause de vos actions, l'intégrité de cette institution est remise en question. Et pour avoir agressé une juge dans un tribunal public, vous faites l'objet d'une enquête pénale immédiate. » Elle se tourna ensuite vers les agents postés près de la porte. « Escortez l'officier Henri sous escorte, à l'écart des autres. Des charges formelles suivront. » Les agents réagirent promptement, l'enchaînant. « Attendez, attendez !» cria Henri. « Vous ne pouvez pas faire ça. » Mais il était trop tard. Le tribunal ne ressemblait plus à un lieu de justice. Henri Dupont, autrefois symbole de contrôle et d'intimidation, était maintenant conduit hors de la salle, sa position balayée et son départ laissait dans l'air une tension perceptible dans le bourdonnement des ventilateurs et les regards complices de ceux qui savaient sans oser parler.
Céleste Martin regagna son siège, les doigts enlacés sur le dossier, tandis que sa toge reposait sur elle telle une armure. Il n'y avait plus moyen de revenir en arrière, et honnêtement, elle ne le voulait pas, car quelque chose avait changé, non seulement en elle, mais dans toute la salle. Sa secrétaire entra discrètement et déposa une pile de notes fraîchement rédigées. « Madame la juge, les prochains témoignages sont prêts », annonça-t-elle avec précaution. Céleste acquiesça. « Nous avons environ 8 minutes. » Elle jeta un coup d'œil à la salle d'attente avec ses rangées de bancs en bois où les jurés, journalistes et le public devaient revenir à un tout moment, mais elle sentait encore la présence d'Henri, comme une tache d'huile sur du marbre poli. Elle laissa échapper un long soupir. La journée avait déjà défié toutes les attentes et il n'était encore que midi. Alors, la porte grinça derrière elle. En se retournant, elle vit une jeune femme d'une vingtaine d'années, avec des lunettes embuées par la précipitation, dans le hall, entrer dans la salle. C'était une stagiaire nommée Marine, toujours discrète et réservée, qui paraissait particulièrement pâle. Céleste hocha légèrement la tête. « Ça va, Marine ?» La jeune hésita, referma la porte et s'avança en murmurant « Je voulais juste dire que j'ai vu ce qui s'est passé dehors avec l'officier Henri. Je n'ai pas su. Quoi faire? J'aurais dû intervenir, mais j'avais tellement peur. » Céleste observa un instant les mains tremblantes de la jeune femme, puis dit doucement « Merci de me l'avoir dit. Ça compte beaucoup. » « Je n'ai pas pu l'arrêter, » ajouta Marine. « Mais si vous avez besoin de moi pour témoigner, je suis là. » Céleste tendit la main sur le bureau, offrant à la jeune un geste de réconfort, sans prononcer un mot. Peu après, les portes s'ouvrirent de nouveau, cette fois avec plus de solennité, signalant le retour du public. « Tout le monde, levez-vous !» ordonna la secrétaire d'un ton plus assuré. Tous se levèrent immédiatement, même ceux qui, auparavant, s'étaient moqués en coulisses des remarques d'Henri. Céleste reprit place et déclara « La séance est reprise ». Au fur et à mesure que le prochain témoin s'installait, l'atmosphère changeait subtilement, mais radicalement. Le pouvoir n'était plus remis en question. Il ne s'agissait plus seulement d'une audience, mais d'un véritable réajustement. Des comptes. Le témoin suivant était un père noir, nommé Robert Lefebvre, un ouvrier aux allures de dur à cuire, avec une barbe poivre et sel et des mains marquées par des années de labeur. Ses yeux, bien que fatigués, exprimaient une détermination farouche. Il était là pour témoigner comment son fils, âgé de 17 ans, avait été renversé et maîtrisé pendant une manifestation pacifique par les mêmes agents qui siégeaient désormais au banc des accusés. Un des policiers avait écrasé la trachée du jeune avec son genou. L'adolescent survécut, mais ne put à peine murmurer. Cela remontait à environ 9 mois. Robert monta à la barre et raconta en détail comment lui et d'autres avaient imploré une intervention médicale. Comment on lui avait assuré que tout irait bien. Comment on l'avait accusé de simuler. Et comment, une fois les images diffusées, aucun des agents n'avait été sanctionné. Céleste écouta chaque mot avec attention, comme si chacun d'eux était une lame tranchante qui déchirait l'inaction ambiante. Lorsqu'il eut terminé, elle se pencha légèrement vers lui et dit « Monsieur Lefebvre, merci pour votre courage. Je sais que ce n'est pas facile. » Il hocha la tête, la voix se brisant légèrement. « Je voulais juste sentir que quelqu'un nous entendait enfin. » Céleste le regarda, non pas en tant que juge, mais comme quelqu'un qui avait lui-même connu le poids du silence. « Vous avez été entendu », affirma-t-elle avec force. Quelques minutes plus tard, après que Robert eut quitté la barre et passé lentement parmi les agents qui avaient failli coûter la vie à son fils, Céleste déclara une nouvelle pause. Dans son bureau, le silence était presque palpable. Assise devant un miroir suspendu au-dessus d'un lavabo, elle constata que les zones clairsemées de son cuir chevelu commençaient à repousser quelques mèches. Les cheveux argentés qui l'avaient autrefois couronnés réapparaissaient lentement, de manière inégale, et pendant un court instant, elle aurait aimé dissimuler ses cicatrices, lisser les parties encore vulnérables. Un léger coup à la porte la sortit de ses pensées.
Sa sœur Nathalie entra sans un mot, traînant une petite chaise pliante jusqu'à son bureau. Elle déposa la chaise derrière Céleste, brancha une petite tondeuse et demanda « Tu es prête ?» Céleste se regarda dans le miroir. Non, pas avec peur, mais avec la ferme résolution de commencer un nouveau chapitre et murmura « Oui, allons-y ». Nathalie travailla avec soin, chaque passage de la tondeuse étant précis et mesuré. Peu à peu, les mèches indisciplinées tombèrent, non par honte, mais comme le symbole d'un renouveau. Une fois terminé, Nathalie tendit un miroir à Céleste, qui se regarda longuement. Son reflet était fort, nu, résolu et beau. « Tu pourrais porter cette coiffure chaque jour et conquérir n'importe quelle salle, » dit-elle en souriant. Céleste resta silencieuse un instant, puis déclara doucement « Voilà qui je suis désormais. » « Non, » corrigea Nathalie, « tu as toujours été ainsi. Le monde ne t'a tout simplement pas encore reconnu. » Elles se sourirent toutes les deux. Ce soir-là, Céleste sortit du tribunal sans perruque, ni foulard ni chapeau, la tête haute, éclairée par les lumières de la ville. Sur le trottoir, un petit groupe de passants l'observa, sans appareil photo ni journaliste, simplement des citoyens. Une dame d'environ 70 ans, à la peau mate et aux grosses lunettes, s'approcha et posa doucement sa main sur le bras de Céleste. « Je n'aurais jamais pensé voir quelqu'un comme vous faire ce que vous venez de faire, » dit-elle, d'une voix tremblante. Céleste prit sa main et répondit « Vous avez fait bien plus que survivre, vous avez ouvert la voie. » Plus loin, un adolescent s'avança timidement, ne prononçant pas un mot avant de se déchausser de sa capuche, révélant sa propre tête rasée, puis il acquiesça d'un signe de tête. Céleste lui renvoya son salut d'un hochement de tête et, dans ce geste silencieux, un héritage se transmit. Plus tard dans la soirée, Céleste resta sur le porche de sa maison, regardant le quartier tranquille. Les lampes de la véranda vacillaient doucement et le vent faisait bruisser les grands arbres. Sur son téléphone, des dizaines de messages, d'emails et de gros titres arrivaient, mais elle choisit de les laisser pour plus tard. Ce soir-là ne concernait pas le bruit, mais le fait de pouvoir enfin s'écouter respirer. Le lendemain matin, elle retourna au tribunal. La routine, du moins en apparence, continuait, mais les gens remarquèrent que les toges mettaient plus de temps à disparaître, que les marches semblaient empreintes d'un nouveau respect, et qu'en entrant dans une audience pour un simple litige civil, toute la salle se leva avant même que la secrétaire ne l'annonce. Quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Elle hocha la tête et s'assit. La justice suivait son cours, de nouveaux dossiers, de nouvelles requêtes et de nombreux documents. Mais quelque chose avait fondamentalement changé, non pas dans les règles, mais dans l'atmosphère. La justice affichait désormais un visage nouveau, sans s'excuser de l'espace qu'elle occupait. Céleste marchait dans les couloirs avec une assurance différente, non pas plus autoritaire ou rude, mais pleinement, comme quelqu'un qui, après des années forcé à se rabaisser, avait enfin appris ce que signifie se tenir debout avec fierté. La presse continuait d'arriver, des interviews étaient accordées et des gros titres apparaissaient. L'un d'eux, affiché sur le réfrigérateur de la salle de repos, disait « La juge fédérale ne cède pas après une agression. Publique et lance une réforme historique depuis le banc. » Quelqu'un avait écrit à la main « C'est notre juge » avec un feutre. Cela lui fit sourire. Elle n'avait jamais cherché à devenir un symbole, elle voulait simplement faire son travail, mais en restant inébranlable, elle avait ouvert la voie pour que d'autres se lèvent également. Les mois passèrent. Le tribunal, jadis empreint de peur et de silence, vibrait maintenant d'une présence différente, pas parfaite ni paisible, mais empreinte de dignité, dans un calme qui montrait que chacun savait qu'il serait entendu. Le fameux décret Martin se répandit d'abord dans le palais de justice, puis dans tout le pays. D'autres juges l'adoptèrent, et même dans d'autres villes, on en parla. Un projet de loi était en cours d'élaboration au Parlement. Céleste n'avait rien planifié de tout cela, mais au fond, beaucoup de ce qui s'était passé n'avait pas été planifié. Elle avait simplement refusé de baisser les bras, et cela à lui seul avait changé la donne.
Elle continua à travailler sans relâche, tranchant des litiges civils, réglant des questions de garde et traitant des affaires fiscales. Mais désormais, chacune de ces décisions portait en elle une intention plus profonde, une conscience qui ne fermait plus les yeux sur ceux que le système avait oubliés. Un après-midi, Céleste fut invitée à une école primaire pour parler de justice et de courage. Elle s'attendait à rencontrer une petite classe et quelques silences gênants, mais la salle était pleine. Les élèves avaient suivi le procès, lu les journaux et certains avaient même fabriqué des pancartes. L'un d'eux affichait sur le tableau noir « Sois comme la juge Martin ». Elle parla brièvement car les questions des enfants étaient franches. Comment restez-vous calme quand on vous déteste? Qu'avez-vous ressenti quand on vous a coupé les cheveux? Avez-vous jamais eu envie d'abandonner? Elle répondit avec sincérité, mais la question posée par une fillette timide dans un coin résonna particulièrement. Croyez-vous encore au système? Céleste marqua une pause, puis répondit doucement. Je ne crois plus en ce que le système était, mais je crois en ce qu'il peut devenir, et je crois en vous, car c'est en posant ce genre de questions qu'on change les choses. En sortant de l'école, elle versa des larmes dans la voiture, non pas de douleur, mais d'espoir. Peu après, le palais présidentiel la contacta. Céleste Martin avait été choisie pour recevoir la médaille présidentielle de la justice. La cérémonie serait retransmise à la télévision, avec des discours préparés et de nombreuses personnalités présentes. Mais ce qui importait vraiment, c'était de savoir qui se trouverait dans la première rangée. Nathalie, sa secrétaire, Marine, désormais étudiante en droit, le pasteur Marc et, au fond, cette fillette timide de l'école, celle qui avait posé la question décisive. La scène se composait d'un large escalier en marbre blanc menant au podium. Le président se tenait sur le côté. Quand Céleste monta sur scène, les applaudissements s'élevèrent comme une vague, mais elle ne fit ni signe de la main, ni salut. Elle s'avança simplement vers le micro et commença « On ne m'aurait jamais dit que j'arriverais ici ». Le silence tomba dans l'assemblée. Ce n'est pas parce que je ne suis pas compétente ou que je ne l'ai pas mérité, mais parce que pendant la majeure partie de ma vie, des systèmes comme celui-ci n'étaient pas conçus pour des personnes comme moi. En regardant cette salle, je me souviens qu'on m'a toujours fait sentir que je n'avais pas ma place. Mais je suis resté, j'ai lutté et j'ai fait en sorte qu'on me remarque. Je ne suis pas ici parce que je suis exceptionnel. Je suis ici parce que j'ai survécu à un moment qui aurait dû me briser et parce que je connais trop de personnes qui n'ont pas eu cette chance. Cette médaille n'est donc pas seulement la mienne. Elle appartient à chaque femme qu'on a obligée au silence, à chaque homme à qui on a dit que la justice n'était pas pour lui, à chaque enfant qui a vu la loi comme synonyme de peur. Ceci est pour vous. Les applaudissements qui suivirent furent mesurés, empreints d'un profond respect, comme si le public applaudissait enfin quelque chose dont il comprenait toute la portée. Lorsque la cérémonie se termina, Céleste descendit de la scène. Dans une prison d'un autre grand État francophone, Henri observait la diffusion sur un petit téléviseur fixe. Il ne cligna pas des yeux, ne bougea pas. Simplement, il fixa la femme qu'il avait autrefois tenté de briser, maintenant honorée nationalement pour sa force. L'écran s'éteignit après le générique, mais ce silence persista, non pas comme une punition, mais comme la vérité. Et la vérité, au fond, est ce que personne ne peut museler. Ce qui s'était passé dans ce tribunal n'était pas seulement l'histoire d'une femme ou d'un bâtiment. C'était une histoire de dignité, de vérité et de ce qui se produit lorsque nous disons enfin « ça suffit ». La juge, Céleste Martin, ne s'est pas contentée de faire appliquer la loi. Elle a tracé une ligne dans le sable. Elle nous a rappelé que la justice ne se limite pas au châtiment, mais qu'elle repose sur la responsabilité, sur la force de se relever après avoir été déchu, sur le courage de parler quand le silence semble plus facile et sur la capacité de diriger avec intégrité même lorsque le système se retourne contre nous.
Ceux d'entre nous qui ont été témoins du changement et de la résistance savent que le progrès est lent, coûteux et demande du courage aux personnes ordinaires qui accomplissent des actes extraordinaires. Peut-être avez-vous vécu une situation similaire, vu un proche souffrir d'injustice ou ressenti cette impuissance face à l'injustice. Mais cette histoire démontre que le pouvoir ne vient pas d'un insigne, d'un titre ou même d'un banc de juges. Il vient du fait de rester debout quand le monde essaie de vous faire fléchir. Alors, si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait sentir vu ou entendu, ou simplement si elle vous a rappelé que le changement est encore possible, ne la gardez pas pour vous. Aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espérance et abonnez-vous pour que nous continuions à raconter des histoires qui comptent, des histoires qui défient, inspirent et proclament la vérité. Car la justice ne se termine pas dans la salle d'audience. Elle commence avec nous, ensemble, dès maintenant.